Bon, déjà avant, pendant qu'ils étaient en train de récupérer le placenta, etc., moi j'étais là, je disais, mais chérie, je l'ai fait. Enfin, presque, elle lui posait la question, je l'ai fait? T'es sûre, là, c'est moi, là? Et puis, du coup, là, il y a un moment de calme, d'un coup, où tout s'apaise, et là, on a genre, ouais, ça y est, quoi. Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée. Je suis Laura Lewis, éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieure ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs, car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec l'épisode de Jennifer qui va vous raconter ses 2 enfantements en maternité. Jennifer a eu un premier accouchement qu'on peut qualifier de cascade d'intervention. Vous avez un épisode à ce sujet si vous voulez savoir de quoi je parle. Malheureusement, beaucoup de femmes vivent un accouchement similaire pour leur premier bébé lorsqu'elles ne sont pas assez informées ou soutenues. Il y a d'ailleurs une étude australienne récente qui parle de justement ce que les femmes feraient différemment pour un 2e accouchement, et la majorité ont répondu qu'elles s'informeraient plus. Et c'est ce qu'ont fait Jennifer et son compagnon. Ils se sont informés sur la physiologie, sur leurs choix, leurs droits, et ils ont eu la super opportunité d'utiliser la saine nature après une césarienne. Si vous avez raté l'information, vous pouvez maintenant rejoindre le programme L'accompagnant éclairé pour permettre à votre partenaire aussi de se préparer au mieux. Si vous aimez ce podcast et que vous aimeriez me soutenir, c'est un super moyen de le faire car vous ne le savez peut-être pas. Le podcast me prend plusieurs jours de travail et n'est pas rémunéré. Et vous avez toujours les ressources gratuites pour vous accompagner dans votre préparation. Toutes les informations sont en description. Belle écoute! Salut Jennifer, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Eh ben ça va super, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais, ce que tu aimes faire, où tu habites et puis combien tu as d'enfants? Alors Jennifer, j'ai 34 ans. Je suis dans la région lyonnaise, côté Isère exactement. Je suis mariée à Hugo depuis 1 an maintenant, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Et on a 2 enfants. Le grand a 3 ans et demi et le petit dernier 1 mois et demi. Et donc ce petit est avec nous aujourd'hui. Si vous entendez des petits bruits, c'est parce qu'il est là. Voilà, le tout petit bébé. Donc 2 enfants. Alors si j'ai bien compris, il y en a un qui, le premier, est un petit peu plus difficile. Donc tu vas nous en parler un petit peu. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui s'est passé et ensuite comment ça a changé ta vision et comment ça a fait que tu as eu envie d'autre chose pour le prochain. Et donc, j'aimerais bien que tu commences avec est-ce que tu as fait des préparations pour ce premier, puis ensuite, si tu peux nous en parler. Oui, c'est ça. J'ai eu 2 expériences très différentes, mais toujours la même... L'objectif était le même déjà au début, d'avoir un accouchement sans péridurale. J'avais pas l'impression de demander la lune, juste ne pas avoir de péridurale, parce que la douleur ne me faisait pas peur déjà. J'ai toujours entendu ma maman nous raconter ces 3 accouchements du coup avec mes frangins sans péridurale, et je pense que du coup c'était quelque chose d'ancré, ça me paraissait évident. Et puis parce que je pense que je suis plus orientée au naturel, etc. Voilà. Et puis j'avais une grossesse qui se passait super bien. J'avais rien, j'étais en forme, etc. Donc du coup, pour moi, ça paraissait évident que ça puisse se réaliser. J'avais pas de médicalisation sur la grossesse, voilà. Donc tout allait bien.
Et j'étais motivée à ne pas prendre cette péri, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit d'un point de vue médical. Voilà. Donc, est-ce que tu as fait des préparations Et des spéciales? préparations, alors non, parce que du coup, justement, c'était le côté peut-être un peu naïf, justement, c'est... voilà, la grossesse se passe bien. On a la préparation avec la sage-femme, mais qui nous parle un coup par exemple, le thème qui faisait peur avec la césarienne, qu'est-ce que des forceps, la ventouse, nous montrer le matériel, mais finalement sans nous montrer à quel moment ça peut arriver. Comment on arrive à une césarienne d'urgence, pourquoi on utilise des forceps, qu'il peut y avoir une arythmie du cœur du bébé, ce genre de choses. Non, en fait, on nous montre le matériel, et puis c'est un peu tout. Et puis c'était sur une demi-heure, donc en fait, on creuse pas du tout le sujet. Et puis on présente ça comme le sujet qui fait peur, donc on y va déjà un peu en se disant, de toute façon, ça m'arrivera pas, il y a pas de raison. Donc à part ces préparations habituelles avec la sage-femme, qui était en libéral pour le coup, je me suis pas renseignée, j'ai pas cherché, j'ai pas fait de projet de naissance non plus. À l'époque, ça me parlait pas. Je pense que j'en ai jamais entendu parler. Et non, c'était vraiment, tout se passait bien. La grossesse, je la vivais tout simplement. Donc ça allait se passer comme ça, quoi. Ouais. un peu la fleur au fusil. Et donc, comment ça s'est passé au final, le jour J? Ouais, et ben alors, pour prendre un peu le début du travail, enfin non, il n'y a pas eu de travail, le début qu'est-ce qui a amené là, c'est une fissure de la poche des os. Donc pas la poche entière qui a rompu, hein, mais en fait la première membrane qui s'est ouverte avec une toute petite fuite, en fait l'avant-veille du terme, un mois d'août. Donc des conditions toutes données pour créer un déclenchement. Donc c'est ce qui s'est passé. On m'a déclenché la veille du terme, en fin d'après-midi. J'étais déclenchée par tampon, le tampon Propès qu'on met en dessous du col, et qui envoie des hormones. J'ai oublié le... C'est les progestangles. La progestérone, ouais, c'est ça, celle qui est censée ouvrir le col, mais du coup des hormones artificielles. Sauf que le souci, c'est que bébé n'était pas prêt et le col n'était pas favorable. Il était à 1, mais en fait, il était encore très tonique, très postérieur. Bébé avait pas du tout sa tête posée sur le col. Il n'était pas dans l'axe. Il regardait les étoiles. Qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, enfin c'est déjà, en fait avec ça, il y en a plus tard des professionnels qui m'ont dit que c'était un déclenchement raté, en fait, qui aurait pas dû se faire. C'était pas du tout le moment de faire un déclenchement, il aurait fallu attendre un peu. Il a été fait pour la fissure, pour le risque d'infection, en fait, hein. Même s'il y a on aurait pu attendre encore un petit peu, peut-être, voir si ça se lançait tout seul. Voilà, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Derrière, du coup, les contractions sont très fortes, sont beaucoup plus fortes que naturellement, puisqu'on a des hormones de synthèse qui sont trop dosées. Le corps ne maîtrise pas cette dose. Et donc, on a des contractions très fortes dans les reins, puisque moi, mon bébé avait le dos sur le côté, presque dans le dos. Donc, là, le travail se faisait énormément dans le dos pour moi aussi. Ce qui fait que j'ai demandé la péridurale au bout d'une dizaine d'heures. C'était vraiment, ouais. J'ai pu tenir 10 heures, oui. Ouais. C'était ma petite réussite. Mais oui, et du coup, ouais, et je crois que j'étais à 3 au moment où j'ai demandé la péridurale. Donc il se passait pas grand chose. Et puis on était remontés en chambre et en fait on était très peu accompagnés. J'avais un ballon, mon mari, et puis c'était tout, quoi. Et puis les sages-femmes qui venaient, si vous voulez péridurale, vous n'hésitez pas. Ouais. Bon, c'est pas le projet, mais bon, voilà.
Puis du coup après avec la péridurale, j'étais en salle d'accouchement. La dilatation est arrivée petit à petit. J'étais à peu près au rythme académique de 1 par heure. Et il y a un moment où il y a eu peut-être 2 heures qui sont restées à la même dilatation. Je sais plus, je crois que c'était autour de 6-7. Et là, la gynéco qui passe et qui me menace un petit peu en disant si ça s'ouvre pas plus, on va partir en césarienne. Ouais. Ok, petit coup de stress. Et puis ça a continué quand même à se dilater tranquillement jusqu'à 10. On a attendu encore 1 heure, 2 heures après 10. Et la gynéco est venue. Alors j'avais aussi eu 1 ou 2 contrôles par échographie pour voir comment se plaçait bébé, qui n'appuyait toujours pas sur le col, qui était toujours pas tourné. Donc voilà, arrivé à la dilatation complète, la gynéco a voulu essayer avec la ventouse de lui faire pivoter sa tête en faisant baisser son menton. Donc en fait, la ventouse c'était plus pour le faire, basculer sa tête et un peu le faire tourner sur lui-même. J'avais aussi une sage-femme qui essayait sur le ventre, de tirer son dos vers le haut, le faire remonter. Ça n'a pas marché. La gynéco a voulu mettre une partie des forceps et en fait elle a pas pu mettre le deuxième parce qu'elle avait peur d'être sur son visage. Et là elle a dit on part en césarienne, donc césarienne d'urgence code rouge, c'est-à-dire qu'il y a 15 minutes pour que le bébé soit extrait du ventre. La raison officielle c'est pour échec instrumental et ARCF, donc arythmie du cœur de bébé, ce qui s'explique par tout ce qui s'est passé avant. Donc là, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Il y a 12 000 personnes qui rentrent dans la pièce. On me débranche de partout. On me dit, moi, je tenais la main de mon chéri. On me dit non, mais là, monsieur vient pas. Vous faites un bisou. Il reste là. On lui explique même pas où se mettre et tout. Lui, il est resté planté dans le couloir. Il savait pas où aller ni rien. Et puis moi, on m'emmène au bloc. Alors c'est la porte d'à côté, on traverse le couloir en fait. C'est pas long, mais on a l'impression que c'est une éternité. Et là, moi, tout s'écroule parce que la peur de l'opération en elle-même, en fait, j'étais pas du tout prête dans ma tête à me faire ouvrir le ventre pour donner naissance. Enfin, ça me paraissait hyper décalé. Et voilà, et donc j'avais très froid, j'avais soif déjà pendant toute la dilatation, j'arrêtais pas de demander de boire, j'avais la bouche sèche. On me disait non, faut pas boire. Pas manger évidemment non plus. Alors j'avais juste la bonbonne la petite bonbonne d'eau. Le brumisateur, ouais. Le brumisateur. Ouais. Que j'ai eu le droit sur les lèvres. Alors à un moment, je suis choquée. Non mais un moment où il y avait personne, j'ai demandé à mon chéri passe-moi un fond de verre d'eau et j'ai quand même bu, mais vraiment rien du tout. Et puis plus tard j'ai vomi de la bile en fait. Et là on m'a dit vous voyez, vous auriez bu, vous auriez, il faut pas boire pour pas vomir, mais voilà. Ouais, mais en fait là j'ai le ventre vide donc je suis pas bien. Je suis à bout de force et tout. J'ai pas d'énergie, exactement. Et ouais, j'avais la bouche sèche, mais comme jamais, quoi. C'était horrible. On n'arrivait plus à respirer parce que ça gêne. J'avais hyper froid au bloc opératoire, évidemment, mais ça, c'est normal. Mais bon, j'étais aussi à bout de force. Ça faisait, pour donner une idée, là, ça faisait 20 heures que le déclenchement avait eu lieu. Une vingtaine d'heures. Donc pas manger, etc. Et du coup voilà, j'étais opérée. C'était très compliqué aussi parce que j'entendais qu'elle avait du mal en fait. Elle a appelé un collègue pour aider à sortir le bébé parce il avait commencé à s'engager, donc il fallait le refaire sortir par en haut. Donc elle a appelé un collègue pour faire un refoulement vaginal pour appuyer sur la tête de bébé par en bas. Il est sorti, je l'ai ni entendu ni vu. Elles l'ont amené directement dans la petite salle à côté. Là, à ce moment-là, mon mari, lui, a vu depuis le couloir qu'il y avait un bébé qui était emmené. Il a compris que ça venait du bloc opératoire où j'étais. Et il les a vus sortir en catastrophe, en fait. Donc, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il osait à peine voir. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir, d'aller savoir ce qui se passe? Est-ce que c'est mon bébé et tout? Donc après, on lui a dit, oui, vous pouvez venir une fois que ça s'était calmé, mais voilà.
c'était le petit coup de stress pour lui aussi. Et moi, je l'ai pas vu, j'ai pas entendu. On m'a juste dit, j'ai entendu plusieurs fois répéter l'heure, donc je me suis dit, bah c'est bon, il est sorti, il est né. Après, on venait me dire, c'est bon, il a rosy. Ouais, d'accord, mais je veux le voir. Oui. Alors il y a je crois que c'était la pédiatre qui a pris des photos et qui est venue me les montrer. Donc ça, c'est déjà sympa de sa part. Pendant que j'étais encore au bloc. Elle avait pas d'obligation de le faire, hein. Donc il y avait au moins ça quand même. Et voilà, et moi en fait après j'étais complètement déconnectée, je pensais pas du tout à mon bébé, je pensais à moi, est-ce que je vais survivre en fait. Donc je me disais, mon bébé est né, je l'ai même pas entendu, je l'ai pas vu, et ça se trouve je le verrai jamais. Je savais que ce serait le passage un peu dur. J'ai un petit verre d'eau. Oui, vas-y. Il y avait... comment allait ton bébé qu'ils te l'ont pas donné? Il y avait un souci avec lui? Alors, ils lui ont... en fait, il était en hypothermie. Donc du coup, lui, là, après, il a été directement emmené en... il a été mis en couveuse et du coup en néonate. Avec oui, ils lui ont mis des antibiotiques pour le risque infectieux de la poche ouverte, du coup. En même temps, toi, tu avais froid, donc j'imagine que lui, c'est... Ah bah oui, et puis après pourquoi il était en hypothermie, ouais, j'ai pas d'explication. Est-ce que c'est entre les arythmies cardiaques, est-ce que c'est la longueur du process, il a un peu mal vécu tout ça. Il avait un score Apgar à 5 au début, donc il avait quand même un peu, c'était difficile pour lui aussi, oui. Il était peut-être encore trop petit pour sortir. Bah, il était pas prêt. Alors c'était du coup l'opération a eu lieu le jour du terme, mais il était pas dans les conditions prêts à sortir en tout cas, oui. Et on l'a forcé à sortir. Oui, c'est toujours ça un peu le problème de cette date de terme. Ouais, oui, parce que bon, à quelques jours près, ça se faisait tout seul. Oui. Avec la fissure, peut-être que ça allait venir. Au final, les infections, tant qu'on touche pas, c'est ça. Qu'on fait il y a pas encore une membrane. Exactement. Et en plus, comme tu dis, c'était une fissure. Tu n'avais pas, t'avais pas perforé toute la. Non, parce que je l'ai senti, la perte des os. Je l'ai bien senti quelques heures après la pose du tampon. Oui, j'ai perdu les os et là, ça avait rien à voir, quoi. Ouais. J'avais la fissure, j'avais eu même pas une tache de 10 cm sur mes draps, en fait. Donc, c'était vraiment, vraiment petit. Mais bon, c'est vrai que c'est là le côté naïf où je m'étais pas renseignée. Et je me suis dit, bon, dans le doute, on va voir la maternité, c'est pas loin du terme. Oui, et tu fais confiance parce qu'ils savent, ils sont censés savoir. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. On s'en remet. Oui, parce que c'est pas... Même, je me dis, même si tu t'étais préparée à fond, c'est peut-être pas des choses que... Voilà, on parle souvent on parle pas vraiment des fissures, tu vois, de la poche des os, etc. Ça devient un peu technique, un peu... Et déjà, savoir qu'il y a 2 membranes et qu'elle se refait. Donc que la première soit légèrement rompue, il y a toujours un petit peu de liquide entre les deux, c'est pas un problème en fait. Voilà. Non. J'imagine que quand ils ont vérifié, ils ont bien vu en fait que c'était juste un peu fissuré. Et alors c'était pas, en fait j'ai fait le matin, on était donc j'ai eu le tampon en fin d'après-midi. Et le matin, on était allé à la maternité faire un test, les prom tests, pour voir si c'est du liquide amniotique. Et c'était très 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 peu teinté, très très faible. Donc elle m'avait dit c'est douteux, mais en fait c'est pas douteux, c'est soit oui soit non. Et c'était oui, mais c'était très faible et parce que justement c'était une fissure et pas une rupture et qu'il y en avait très peu de liquide. Donc ça aurait pu aussi leur faire dire on attend un peu, quoi. Oui, ça c'est un très bon conseil, hein. C'est attendre, souvent c'est la meilleure des choses à faire. Oui, souvent, oui. Ah oui, c'est clair. Et on le verra pour le deuxième, c'est exactement ça.
On a attendu pour le deuxième. Et du coup, si je continue sur l'opération, il y a eu ensuite un deuxième, elle a appelé un deuxième collègue pour l'aider à suturer l'utérus cette fois-ci. Elle avait du mal, elle avait peur d'avoir touché la vessie. Moi, j'entendais le décompte des pertes sanguines. J'ai a priori, moi, je suis quasiment certaine d'avoir entendu 1,8 litre. Wow. Dans le rapport, ils ont noté 1,2 litre. Dans le dossier médical, il y a des ratures, donc c'est pas très clair. Mais je suis, dès le lendemain, moi j'avais en tête 1,8 litre, je l'avais entendu plusieurs fois, 1800. Donc moi j'ai gardé ce chiffre et je suis convaincue que c'est celui-là. Après le rapport dit autre chose, mais bon. Même 1,2 litre, c'est quand même énorme. Hein. Oui, c'est énorme, sachant qu'on considère une hémorragie à 500, à un demi-litre. Hémorragie sévère au-dessus d'1,5, je crois. Donc voilà, 1,8, ça commence à être compliqué. Derrière, j'ai pas eu de soucis. J'ai eu des prises de sang derrière pour vérifier le taux, pour savoir s'il fallait que je sois transfusée. J'ai pas eu besoin. J'ai eu du Venofer, juste pour me retaper un peu, mais donc en intraveineuse, mais ça a suffi. J'ai pas eu de transfusion sanguine, parce que c'est souvent le risque avec une perte aussi conséquente. Bah ça je pense que c'est aussi bon. Elle avait l'air de pas trop savoir ce qu'elle faisait ou qu'elle avait du mal. Mais toi, t'étais quand même dans un état de stress, donc ça a pas aidé ton corps à refermer facilement. Non. C'est ça. Donc, est-ce que maintenant, aujourd'hui, je suis incapable de savoir si, avec le compte-rendu que j'ai, si les pertes sont liées à ces difficultés à suturer l'utérus, la longueur de la césarienne, parce que finalement, elle a été assez longue. Je crois je suis restée au bloc plus d'1 heure. Normalement, c'est très rapide, en fin de compte, une césarienne. Oui. Surtout code rouge où il faut un quart d'heure pour sortir bébé. Donc, normalement, derrière le recoudre, ça va assez vite. Donc, est-ce que c'est ça, le stress, le froid, la difficulté à suturer, etc. Ou est-ce que vraiment il y a eu un problème avec le placenta et c'est une hémorragie de la délivrance? A priori, c'est plutôt la première option quand même. Parce que dans le rapport, on parle pas du fait que le placenta était difficile. On parle d'un bon globe utérin, donc a priori l'utérus était bien. Voilà. Ça, je saurais jamais. C'est la difficulté aussi à tracer ce qui s'est passé. Oui, et de faire un peu la paix, parce que tu comprends un peu ce qui s'est passé. Et je pense que ça aide à faire la paix, puis à comprendre, quoi. Ouais. Mais oui, je pense que ton deuxième accouchement a permis... Ouais, c'est ça, de tout... On va pas dire oublier, mais... Non, mais de voir qu'il y a d'autres choses possibles. Ouais. Voilà, si après pour le cadre en dehors de l'opération. Alors, faut savoir aussi que du coup après opération, j'ai vu mon bébé 3 heures après. Wow. Je l'ai enfin rencontré en salle de réveil, amené par le papa et la pédiatre, et on a pu le mettre au sein. On est restés 1 à 2 heures ensemble, tous les 3. Et puis après, ils l'ont ramené en néonate. Et voilà. Et du coup, il était en néonate. On n'avait pas de chambre commune avec le bébé. Donc moi, j'étais dans la maternité au niveau des chambres. Et lui, de son côté, un étage en dessous, quand on a eu une césarienne, qu'on se déplace en fauteuil roulant, prendre des ascenseurs et se déplacer en fauteuil. Enfin, moi, c'était mon chéri qui me poussait. Donc quand la nuit, je me suis retrouvée toute seule, c'était très compliqué, quoi. Ouais. On lui a donné une sucette, on lui a donné du lait industriel la première nuit, alors que j'avais commencé à l'allaiter, c'est ce que je voulais. Donc voilà, ça c'était un peu difficile. Puis après, il a eu un ictère, donc une jaunisse, et ce qui fait qu'au total, on est sorti à 9 jours de vie. Voilà. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, enfermé et tout, c'était très long on s'ennuyait, on était un peu frustrés de pas voir autre chose, de pas pouvoir penser à autre chose aussi, et puis voilà, enfin, les premiers jours, on n'a pas envie on a envie de retrouver son cocon aussi, quoi.
En tout cas, après, ce qui s'est passé derrière, c'est quand j'ai revu la gynéco pour le suivi postpartum, le rendez-vous des 6-8 semaines, elle m'a recommandé d'aller voir la psychologue de la mater. Donc j'ai fait les 3 rendez-vous. C'est à savoir, il y a 3 rendez-vous qui sont pris en charge par la sécurité sociale en postpartum avec la psy de la mat. Et ça, c'est très peu connu. Donc j'ai fait les 3 rendez-vous et puis je crois que j'avais continué 1 ou 2 fois en dehors à son cabinet privé. Clairement, elle m'a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique. Voilà, pour l'ensemble, ouais, en fait, c'est le cumul, c'est pas d'avoir vécu une césarienne en soi, c'est pas d'avoir eu une ventouse ou d'avoir eu un déclenchement, c'est d'avoir eu tout ça, d'avoir eu un contexte aussi où on nous communiquait très peu sur ce qu'il se passait. Mon mari s'est retrouvé tout seul d'un coup. Enfin, vraiment, l'accompagnement était très limite, quoi. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que ça joue beaucoup. L'humain, en fait. L'humain, oui, totalement. L'humain est aussi bien pour nous que pour le bébé. Enfin, voilà, le bébé qui est resté en néonate, même les jours d'après, il dépendait de la néonate alors qu'il avait plus rien. Juste pour une question administrative. Et le ramener toutes les nuits en néonate juste parce que administrativement, il dépend de la néonate. Enfin, voilà, quoi. Et à ce moment-là, il n'y a pas moyen Après, voilà, c'est à penser par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Oui, il n'y a pas moyen de dire que vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez avoir votre bébé, quitte à signer une décharge. Moi, il y a eu, surtout pour le départ, la veille du départ. En fait, on a eu, par exemple, 1 jour de plus pour le départ parce que la pédiatre était pas dispo le matin où on a vu les résultats de la bilirubine, tout était bon. Ils avaient voulu après attendre 24 heures, c'était toujours bon. Et là, la pédiatre est pas dispo. Et ben, on a perdu une journée à cause de ça parce que les rendez-vous pédiatres, c'était que le matin. Savoir que c'était une clinique privée aussi, hein, donc chaque nuit passée, hein. Après, on a eu la mutuelle, etc. Mais voilà, c'est pas comme c'est du privé. Donc moi j'avais dit, viens, c'est bon, on se casse, quoi. Et puis on reviendra faire leur test de Billy demain à 24 heures et tout. Ils nous avaient dit non, c'est pas possible, ou alors bébé il reste avec nous. Bah non, c'est hors de question, quoi. Ok, j'habite à 1/4 d'heure, mais quand même, quoi. Déjà que je suis séparée de lui les nuits et tout. Et puis finalement, c'est là où on est un peu vulnérable. Et puis on se dit, on écoute un peu. Au final, on n'est pas dans la bagarre, quoi. On dit oui, ok, on prend sur nous, en fait. C'est bon. De toute façon, ça sera demain et puis c'est fini. On a passé 8 jours, on n'est plus à 1 jour près. C'est un peu résigné, en fait. Et puis à s'en remettre en disant il y a comme un peu une autorité, quoi. Voilà. Oui, l'autorité médicale. Exactement. Dans ces moments de vulnérabilité, puis on veut faire le mieux pour son bébé. Et oui, on se remet un peu dans leurs mains, quoi. Bah oui, il y a quand même un côté où on veut pas faire de bêtises et puis voilà. Mais on aurait dû partir, on aurait dû dire non mais une décharge et oui, on reviendra faire les UV dans la maternité, il y a pas de souci, mais on rentre chez nous là. Ouais, clairement. Mais comme le déclenchement, j'aurais pas dû l'accepter. Mais pareil, on nous a pas dit on m'a dit on va vous déclencher. On m'a pas dit alors avec un tampon et on m'a pas proposé on peut vous déclencher avec des hormones ou mécaniquement avec un ballonnet, on peut faire ci, on peut faire ça. Ou on peut vous surveiller. Attends. Voilà. Et vous donner des antibiotiques au cas où. Non. On m'a pas... Voilà, c'était ça et puis... Voilà. Donc, Mais en tout cas, ça a fait que... Voilà. Clairement, ça nous a construit pour le... Ouais, pour le deuxième. Donc, comment tu as approché cette grossesse? Et quand tu as su aussi que tu étais enceinte, est-ce que ça t'a... Alors... Il y a quelque chose qui est revenu ou... C'est plutôt dans l'autre sens. Je vais reprendre à l'envers. J'ai demandé mon dossier médical à la suite de ça et j'ai voulu tout décortiquer, tout comprendre, même il y avait des termes techniques, etc. J'ai annoté mon dossier, j'ai voulu tout comprendre
Et puis derrière, j'allais chercher, etc. Donc, en fait, je me documentais en permanence un petit peu. Je me suis retrouvée à suivre énormément de profils Instagram sur de la naissance naturelle, etc. De documents, des livres, des films, etc. Petit à petit, au fil de l'eau. J'y passais pas un temps fou, mais petit à petit. Et me rendre compte de tout ce qui allait pas dans ce premier accouchement. Et comprendre un peu mieux la physiologie de la naissance, et puis surtout les failles du système médical en fin de compte. Et comprendre qu'on a été naïf. On peut pas s'en vouloir parce que c'est pas notre faute, mais c'est le constat qu'on fait. On en a énormément parlé tous les deux, surtout parce qu'on communique beaucoup et du coup il a été mon psy, hein. On a beaucoup parlé de ça, je lui montrais plein de trucs et tout, et pour moi c'était important qu'il ait un niveau de connaissance presque aussi avancé que le mien sur le sujet. C'était clair qu'il fallait qu'il soit dans la même connaissance de la physiologie de tout ça. Et puis moi, quand on a commencé à parler du projet du deuxième, je voulais me sécuriser en me trouvant un parcours, un accompagnement dès le début, avant de nous lancer. Donc je suis pas tombée enceinte par hasard, c'était un peu cadencé. Mais là, on s'est pris un peu des murs parce que utérus cicatriciel, personne n'en veut. On est un peu la bête noire. Maison de naissance, ils ont pas le droit. Accouchement à domicile, c'était mon rêve à la base, c'était d'être à la maison. Dans mon secteur, j'ai trouvé une seule sage-femme qui acceptait, sauf que par la suite, quelques mois après, elle a arrêté. Du coup, il restait des plateaux techniques, parce que je me voyais pas être juste allée à l'hôpital, choisir comme ça un hôpital un peu au pif. Donc je m'orientais sur les plateaux techniques, sauf que quand on cherche, c'est très dur de savoir s'il y en a ou pas. Il y a des infos qui sont anciennes et qui sont plus d'actualité. J'ai fini par en trouver donc le cabinet de sage-femme libéral qui le faisait, et eux ils étaient d'accord, le fait qu'il y ait cet utérus cicat. Et puis la maternité où ils exerçaient aussi était d'accord, parce que il faut les deux évidemment. Et on a dit on se recontacte au cours du 4e, 5e mois. Je tombe enceinte, je fais une fausse couche en fait, juste à la fin du premier trimestre. On l'a découvert lors de l'échographie du premier trimestre. Ça faisait à peu près 3 semaines qu'il y avait plus d'activité cardiaque. Et moi, ma première hantise, c'était de devoir me rendre en hôpital pour l'expulsion. Déjà dans mon esprit de naturel, etc., que le corps fait, pour moi c'était pas logique d'aller à l'hôpital, de prendre des médicaments ou ce genre de choses. Donc je me suis convaincue que ça se ferait tout seul, et ça s'est fait tout seul à la maison quelques jours plus tard. Les choses sont bien faites, la nature est bien faite. Et ça c'est important, je le cite parce que c'était un signe. Alors c'était douloureux, etc. Ça s'est passé la nuit, mais pour moi je l'ai pris comme un signe que mon corps est capable, que je n'ai pas été défaillante sur mon premier accouchement, même si celui-là, oui, à 9-10 semaines de vie, c'est pas du tout comparable, mais quand même on a des contractions qui font mal, etc. Il y a quand même un travail qui se fait, et voilà, mon corps a fait. Les choses se sont faites. C'est possible sans assistance. Oui, voilà. Oui, je sais que... Enfin, je te coupe, hein, désolée. Non, bien sûr. Sur ça, sur ce premier trimestre, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent des médicaments ou qui se font aspirer, c'est ça. Ça m'est arrivé moi aussi il y a quelques mois, et ça se fait tout seul en fait. Oui. Ça s'est fait tout seul. J'ai compris aussi que je ne pouvais pas allaiter et être enceinte. Mes hormones ne font pas mon ménage. Mais j'étais en Angleterre, moi, et ils ne font rien du tout. Après, si c'est plus tard dans la grossesse, d'accord, mais le premier trimestre, on attend et... Bah oui, ça fait quoi, 2 centimètres c'est ça. Ou à peine. Donc, et en plus, en fait, moi, le sage-femme je pense que ça a compté le fait qu'il ait ces mots-là.
Il m'a dit, une fois que le cerveau a intégré l'information, le corps va suivre, il va faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'évidemment, moi, je le savais pas, et l'arrêt était daté de 3 semaines à peu près. Donc finalement, ça faisait 3 semaines, mon corps n'avait rien fait tout seul. Mais une fois qu'on l'a conscientisé, et ben le corps suit. Oui, voilà. Comme les femmes qui font un déni de grossesse et que Exactement. Tout d'un coup... le ventre apparaît, ouais. Ça, c'est ça. Ouais, oui, j'avais fait le parallèle, mais exactement, ouais. Mais c'est beau que, enfin, dans un moment quand même qui est un petit peu difficile, t'as trouvé ce côté en toi que, tu vois, t'es capable, que ton corps, il n'a aucun problème. C'est ça. Et ça m'a même servi pendant mon accouchement, mon deuxième, de repenser, de me dire... c'est pas je l'ai fait une fois parce que c'est pas le même, c'est pas comparable, mais mon corps a instinctivement fait les choses en tout cas. Voilà. Il a trouvé la voie tout seul. Voilà, et du coup, je suis retombée enceinte 4 mois plus tard. Donc là, c'était très particulier cette grossesse au fil de l'eau, parce que premier trimestre, on n'était pas du tout dans la projection avec l'arrêt de la grossesse précédente. Bah évidemment, on était beaucoup moins dans la projection, beaucoup moins dans pas moins dans la joie, mais bon, on se préservait quoi. Enfin ça reste, je pense, très courant et compréhensible. Et voilà, donc on a passé un premier trimestre un peu en stress. Les échographies étaient quand même très stressantes. Mais tout se passait bien. Et voilà, donc premier trimestre où on mettait de côté, en fait. On n'en parlait pas spécialement. Et c'était là, on attendait qu'on passe les étapes fatidiques. Et mon sage-femme a été top pour sage-femme échographe. Il m'a refait faire une écho entre l'écho de datation et la première, du premier trimestre, à peu près à la période à laquelle la précédente s'était arrêtée, pour voir que tout allait bien et voilà, avoir un suivi un peu plus rapproché. Ensuite, deuxième trimestre, je recontacte du coup le cabinet de sage-femme que j'avais trouvé pour le plateau technique. On prend rendez-vous, etc. Donc j'étais à 4 mois, j'étais dans le 4e mois. On y va tous les deux. Et en fait, c'est la douche froide. Il m'explique qu'il peut plus faire le plateau technique dans la maternité à laquelle je pensais, à l'époque où je l'avais contacté, et qui acceptait les utérus cicatriciels. Il a dû retourner dans une précédente maternité où il exerçait, et toujours en plateau technique, mais celle-ci impose des conditions, dont ne pas avoir d'utérus cicatriciel. Donc là, retour à case départ, enceinte, je me retrouve sans accompagnement qui me convient. Et puis à la moitié de la grossesse, à me dire je vais accoucher où alors que tout était un peu planifié. Et puis le stress de dire qui va accepter de me suivre aussi tard, en gros, quoi. Et puis surtout, est-ce que je vais trouver un lieu, parce que pour moi j'avais tout fait et c'était la seule solution, quoi. Donc retour à la maison dès le début, enfin tout de suite rentrée, j'ai pas perdu de temps, j'ai cherché, j'ai mis des messages sur les groupes Facebook, ça m'a énormément aidé, des groupes groupe Accoucher sans péri et groupe plus local de ma région, et on m'a recommandé 2-3 maternités, et il y en a une aussi qui m'a indiqué qu'une sage-femme se lançait dans des plateaux techniques à une maternité à 30 minutes de chez moi. Je me suis dit mais banco. J'espère qu'elle accepte les utérus cicatres. Donc je l'appelle et oui, dans l'idée, il n'y avait pas de souci. J'avais même appelé la maternité qui me disait que c'était à la sage-femme de décider, en fait. Eux, ils imposaient pas de contraintes. Et voilà. Et du coup, j'ai rencontré cette sage-femme et super, le feeling est passé tout de suite en plus. Complètement dans la physiologie. Loin du suivi que j'avais l'habitude de trouver, médical, etc. Donc on matchait à 100%, quoi. Et donc hyper rassurée pendant c'était un peu les montagnes russes pendant ce deuxième trimestre, en fait.
Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je me remets un peu dans l'ordre. À l'échographie, donc on fait le suivi tous les mois avec cette sage-femme, tout se passe bien, c'est top. On fait l'échographie du T2 et là, bébé est en siège. Je me dis mais non mais c'est incroyable. Moi j'avais fait des échos avant, il était toujours la tête en bas. Moi je le sentais bouger, je sentais les coups. Pour moi il y avait bien les pieds en haut, il y avait pas de souci, les fesses en haut. Et l'écho c'était un lundi, tout le week-end j'étais mal à l'aise, j'étais gênée le ventre et tout. Et ben il a dû se retourner à ce moment-là, juste pour l'écho. Et dès l'après-midi, je sentais le hoquet, je dis mais c'est pas possible, il est de nouveau la tête en bas. Et je suis sûre qu'il s'est retourné peu de temps après. Donc c'est vraiment le stress pour l'écho. Mais du coup, le siège plus l'utérus cicatriciel pour le plateau technique, c'était non. Et on me parlait même de césarienne programmée. Alors là, moi, c'était clair que c'était un refus direct. Avec tout ce que j'avais pu me documenter, tout ce que... En fait, ça m'a permis de prendre confiance en moi et de me dire, je vais me bagarrer s'il faut, quoi. Là, je suis prête à me défendre. Et donc, quand on m'a dit, la maternité pense à une césarienne programmée, je me suis dit, mais là, moi, c'est bon, je suis prête. Qui viennent me le dire, je leur dirai non. Je suis prête à dire non. Venez. Et au final, du coup, j'ai refait 2 semaines plus tard une écho. J'avais fait tous les exercices de spinning babies, tout ce qui pouvait le faire tourner. Et y a pas de souci, il avait bien de nouveau la tête en bas, quoi. On écarte ça, ok. Je me suis dit, c'est bon, il reste plus que l'utérus cicatrice, ça, de toute façon, je pourrais pas l'enlever. Il n'y a pas de raison, le plateau, qui me soit refusé. C'était à combien de grossesse quand on... Du coup, à T2, c'est au 6e mois, à peu près. Il y a tellement de temps pour bouger de tous les sens. Oui, c'est à la 22e semaine. Ouais, la T2, c'est ça. C'est super tôt. À la T3. Attends, non, c'est la T2, c'est ça. Oui, T2. La 22e même, il y en a qui bougent même pendant l'accouchement, donc à 6 mois. Donc du coup, on a dû refaire une écho intermédiaire. Non, attends, 32. 32, c'est... Non, c'est la T3, c'est 32. 32e semaine. Même 32, donc c'est 7... Il y a le ça temps fait 7 encore mois de et bouger, quelques. Quoi. Donc oui, non, c'est pas 6 mois, c'est à 7 mois et quelques, ouais. Ouais, 7 mois et quelques. Mais oui, il y a encore largement le temps, il lui reste 10 semaines presque. Oui. Donc oui, et puis de la place. Surtout que c'était ça, à l'écho, on voyait qu'il y avait beaucoup de liquide, qu'il n'était pas serré. Donc oui, il y avait pas... Moi, j'étais pas inquiète. Moi, là, justement, j'étais... Encore une fois, avec tout ça, je savais qu'il n'y avait pas de souci. J'avais confiance. Voilà. Et du coup, il restait plus que cette utérus cicatrice. Donc, ok, à 7 mois et demi, 8 mois, c'était vers les 7 mois et demi, 8 mois, ma sage-femme me dit, le dossier va être staffé une nouvelle fois, parce qu'en fait, il avait été au moment du siège, où là, on m'a dit non pour le plateau technique. Donc, il va être restaffé, vu que la situation a différé. Sauf que pendant le rendez-vous avec ma sage-femme, dans la discussion, je lui rappelle que j'avais fait une hémorragie lors de l'opération de la césarienne. Elle l'avait plus en tête, et puis en fait sur le moment, moi j'ai parlé d'hémorragie de la délivrance, mais bon, en même temps on sait pas si c'en est vraiment une. Et du coup, elle prend un peu un coup de flip, et elle l'a mentionné au final au moment du passage de mon dossier. Ce qui fait que eux, ils ont tout de suite freiné des cas de fer, et ils ont dit non, pas de plateau technique. Au cas où c'est une hémorragie de la délivrance. Vu que mon compte-rendu ne l'explique pas clairement ce que c'est, dans le doute, ça leur fait très peur, les hémorragies. Voilà. Donc du coup, plateau technique refusé. Bon, 7 mois, 8 mois, j'étais dans le 8e, j'ai dû avoir la réponse. J'étais à 8 mois et quelques. Donc 1 mois et demi, 2 mois avant l'accouchement, à prendre ça. Je le sentais un peu gros comme une maison entre quand on en a discuté, etc. Et je me suis dit, mais de toute façon, ils vont jamais accepter. J'ai essayé de positiver, me dire, mais si. Et puis, de toute façon, voilà, c'était chose faite, et on s'est un peu résigné en mode, de toute façon, non, il n'y a plus rien à faire. On va arrêter de se prendre la tête.
Et maintenant, on va penser à bébé. Parce que du coup, ça faisait des mois qu'on parlait de l'accouchement en lui-même, de l'acte, du jour J, et pas de l'après. On était très peu sur le bébé en lui-même, en fait, sur la projection de notre famille à quatre, sur tout ça. Et du coup, ouais, on a eu la réponse. On nous a donné le refus. Ça nous a presque fait ni chaud ni froid. Allez, on repousse tout ça dans un coin de nos têtes et maintenant on profite en fait. Il reste 1 mois et demi et quelques, on profite. C'est très tard, mais voilà, c'est la fin. Et puis c'était bénéfique, je pense aussi, d'avoir fonctionné comme ça pour la suite. Ouais, de lâcher prise un peu. Et ouais. Je trouve quand même incroyable qu'on puisse pas décider où on a envie d'accoucher, quoi. Non, c'est surtout que le plateau technique, nous on comprenait pas. Ce qu'on comprend pas en fait, c'est que on est quand même dans une structure. Si elle accepte le plateau technique, c'est qu'elle est quand même orientée un petit peu physiologie. Et c'est le cas, hein, d'ailleurs, mon accouchement le prouve. Pourquoi refuser ça? Une hémorragie, d'accord, mais je veux dire, il y a tout le matériel, il y a tout ce qu'il faut à tout moment. Surtout que j'avais accepté pour rassurer donc et ma sage-femme et la maternité, donc parce que j'avais rencontré la gynéco, l'anesthésiste, etc. J'avais accepté qu'on me pose une voie fermée, donc un cathéter. Juste la pose de l'aiguille dans le bras, mais qui soit fermé sans injection, rien, au cas où. J'avais accepté aussi s'il fallait faire le monitoring, donc j'étais quand même un petit peu ouverte à les rassurer et à faire en sorte que ça se passe bien, et accepter aussi, important, l'injection d'ocytocine à la fin, pour la délivrance, justement, pour aider le placenta à sortir, en me disant de toute façon, une fois que bébé est sorti, c'est le plus important, c'est que lui n'ait pas de syntocinon, et que bon, si moi j'en ai un peu, c'est pas grave. Oui, puis cette hémorragie que tu as eue, c'est une situation complètement différente. Ça, comme tu as dit, ça pouvait être ça pouvait être autre chose. Voilà, ouais. C'était pas obligatoirement une hémorragie de la délivrance. Non, et le pire, c'est que au final, pour staffer mon dossier, ils m'ont jamais demandé le compte rendu de mon accouchement précédent. C'était que de ma parole, en fait. Et c'est là où je m'en suis voulu, parce que j'aurais rien dit, je n'en aurais même pas reparlé à ma sage-femme. Et elle était mal, du coup, à cause de ça. Mais elle pouvait pas faire semblant de pas l'avoir entendu. C'est normal, je n'en veux pas. Mais en fait, il y avait aucune preuve de cette hémorragie. Si je donnais pas, personne m'a demandé ce compte rendu. Donc c'est juste moi qui en ai parlé, et en fait, j'aurais dû me taire. J'aurais rien dû dire. Oui, j'ai eu une césarienne. Voilà. C'est tout. Tout va bien. Donc après, c'est toujours délicat. Je conseille pas de cacher des choses, parce que c'est quand même pour notre santé. Et voilà, mais c'est vrai que il y a ce côté-là où on se dit ça tient à très peu. Donc voilà, un peu tout le process. Mais je trouve que tous les éléments sont hyper importants pour se rendre compte un peu du parcours du combattant que c'est. C'est ça. Le combat. L'utérus cicatriciel. Ouais. En fait, la césarienne n'est pas anodine dans l'opération elle-même. On ouvre jusqu'à 7 couches de tissu, il me semble. Derrière, s'en remettre, ça prend quand même du temps, physiquement, mentalement. Sans parler de toute la cascade qu'il peut y avoir autour, etc. Mais rien que l'opération, c'est quand même une opération lourde. Mais derrière, en fait, ça pénalise l'avenir obstétrical de la maman. Et ça, je pense que, pour moi, c'était ça le plus dur à digérer. Oui. De me dire qu'ils m'ont boycotté au final, non, j'ai réussi. Mais voilà, ça a quand même été compliqué, et il a fallu être vraiment déterminé pour y arriver. Voilà, ça, c'est par défaut, il y en a beaucoup qui auraient été aiguillés sur une seconde césarienne. Oui. Ah oui, quand on veut un voix basse après césarienne, c'est le combat. Ouais, c'est un combat avec tout le monde. C'est ça. Et si on n'est pas informé, voilà. On va peut-être juste on va nous emmener
Ouais. Donc, raconte-nous alors comment ça s'est passé. Mais du coup, on va passer aux choses positives. Oui. Donc voilà, donc après ce mois et demi, vraiment maintenant en mode cocon, à penser à nous, etc. Arrive le terme. Toujours rien. Il se passait rien. Non, en fait, le soir... ah oui, pour l'anecdote, le terme était le jour jour pour jour après l'expulsion de ma grossesse arrêtée. Voilà, le symbole. Bon, il est né un petit peu après au final, mais le terme calculé était ce jour-là, 1 an après. Je trouvais ça très beau. Un symbole d'autant plus fort, ce que je disais tout à l'heure, le corps, il sait faire, etc. Et ça aussi, ça m'a à me dire, c'est un signe, quoi. C'est un signe. Du coup, le soir du terme, j'ai commencé à sentir... Alors, j'avais déjà des contractions régulières dans le dernier mois et même avant, mais là, je les avais et je commençais à sentir des douleurs un peu de règles, un peu diffuses dans les reins, dans le bas du ventre. Bon, rien de très douloureux, mais... Et c'est surtout, c'était pas synchro avec les contractions. Bon, je me disais, c'est un peu... voilà, il se passe des choses, tranquillement. Mais c'est pas tout de suite quand même. Mais on sait jamais, peut-être dans la nuit, ça peut arriver d'un coup. On est là, est-ce qu'on appelle la mamie pour le grand? On attend, bon, on verra. La nuit, bon, il se passe rien. Le samedi, pareil. Le dimanche, rien. Le soir, j'ai absolument rien. Je me dis, bah alors ça... on s'attend à ce que ça soit graduel, en tout cas, pas qu'il se passe plus rien d'un coup. Et j'avais toujours les contractions, mais j'avais plus ces petites douleurs. Et le lundi, et en plus dans la nuit je les sentais pas bouger, j'ai très peu dormi et je le sentais pas bouger, alors je me dis oh, quand même. Et puis entre temps j'avais ma sage-femme, j'avais une sage-femme locale, pas celle qui me faisait le suivi de grossesse, mais une de suivi classique, on va dire, qui m'envoyait des messages. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est le terme. Oublie pas de contacter ta maternité pour faire un suivi de contrôle de terme. J'étais non. La maternité avait complètement oublié de m'en planifier un. Super. Ça tombe bien. J'allais pas les appeler pour leur dire je veux venir. Donc moi, je disais non, on attend. On lui laisse le temps. S'il dépasse, c'est pas grave. Surtout qu'en plus, je pensais avoir 2 jours de décalage sur les dates, donc. Et au final, le lundi, là, c'est surtout le fait de pas le sentir bouger, ça m'a mis un peu le stress. On contacte ma sage-femme qui me faisait le suivi de grossesse, du coup. Elle répond pas, on laisse un message, et puis une demi-heure après, première contraction avec la douleur synchro. Yes, ça commence. Donc c'était 10h30 du matin. Donc mon chéri qui devait travailler, c'était un lundi, il était en télétravail depuis plusieurs jours. Et là, il dit bon, je finis ma matinée tranquille et puis cet après-midi, je la passe avec toi. De toute façon, c'est pas aujourd'hui, c'est demain ou après-demain, mais voilà, on est dans la fin. Donc j'ai des contractions toutes les, je sais pas, 15-20 minutes. L'après-midi, on va marcher, on se balade, on récupère notre grand à la sortie de l'école au lieu de le faire le laisser à la garderie. Comme ça, on passe du temps avec lui, on prend du temps ensemble, ocytocine à fond. Mamie vient le chercher vers 20h. Et à partir de là, on se met dans notre bulle tous les deux, au coin du feu, canapé, etc., les plaids. On essaie de dormir entre chaque contraction, même si c'était déjà 20h, mais on essaie de se reposer, de somnoler, et vraiment entre chaque contraction, de profiter. Ça s'accélère tranquillement, toutes les jusqu'à 5 minutes. Je pense que quand on est parti à la mat, je devais être à 4-5 minutes d'écart. C'est totalement gérable. Et j'avais aussi, hyper important, ça m'a suivi tout le long, un peigne. Les petits peignes en bois qui appuient sur la main, sur un point d'acupression. Et surtout qui permettent de détourner la douleur. Et moi, ça marchait trop bien. Je le conseille. J'avais fait aussi des séances acupuncture dans le mois qui précédait. Et donc, toutes les 4-5 minutes, jusqu'à 23h, on commence à se dire, bon, allez, on va peut-être commencer à rassembler les affaires. Mon chéri va préparer la voiture.
Bon, panne de voiture, il fallait tout changer, prendre la toute petite, tout basculer, on avait tout préparé, enlever les sièges auto et tout. Bon, il gère tout ça. Moi, j'étais sous la douche chaude en attendant, et puis on part. Moi, allongée à l'arrière de la voiture. Oui, ça grogne. Et arrivée à la mat, j'étais à 2. Donc là, j'ai accepté. J'ai eu aucun toucher vaginal de la grossesse à ma volonté. Mais là, j'ai accepté à ce moment-là. Parce que ça me permettait d'avoir un point de départ à mon arrivée. Et puis voilà, de savoir comme ça comment ça allait évoluer par la suite. J'en voulais pas en faire sans arrêt toutes les heures comme j'avais eu pour mon premier, mais au moins avoir ce point de départ. On fait donc un petit monitoring en salle nature. Moi, je voulais absolument la salle nature. C'était ma seule question en arrivant. Est-ce qu'elle est dispo? Et oui, elle était disponible. Donc, on va en salle nature. Elle me fait un petit monitoring quand même de 30 minutes pour être sûr que tout a été OK. Voilà, toujours pareil, avoir un petit point de départ. Et puis, go dans la baignoire. Mon rêve, la baignoire de dilatation. Et puis, là, le pied... J'y suis restée... donc, on est arrivé, c'était minuit quand j'étais à 2. Je suis restée jusqu'à dilatation complète dans cette baignoire à 4 heures du mat, du coup. Voilà. Donc, en 4 heures, je suis passée de 2 à complète. Et je pense que le bain m'a énormément aidée, l'eau brûlante. Là, j'étais clairement dans ma bulle. J'étais à genoux, accoudée au bord de la baignoire. Et... mon chéri qui me mettait le jet d'eau brûlant sur les reins, parce que j'avais quand même plus de sensations dans les reins, de douleur dans les reins, entre guillemets, que finalement devant le ventre. Mais bon, a priori, c'était voilà pour la descente, parce que après, quand il s'est engagé, ça a changé. J'ai eu des douleurs différentes, localisées plus devant. La poche des os n'était pas rompue, elle est restée très longtemps. Il y avait juste la petite bulle qui sortait. Il est né coiffé d'ailleurs. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle s'est rompue exactement. Elle a dû se rompre dans le bain un moment, mais les membranes sont restées sur sa tête, par contre. Donc, c'est chouette. Voilà, en gros, moi, j'étais vraiment dans mon truc. Je relevais à peine la tête pour parler à mon chéri. Je lui donnais presque des ordres en mode zombie. Jus de pomme, jet d'eau. Il faut vider. Donc, cette fois, ils t'ont laissé boire, alors? Oui, ouais. Et c'est même eux qui ont les jus de pommes dans un frigo. Ouais. Donc en libre service. Ouais. C'est incroyable. Oui. C'est quoi la différence avec je sais pas. c'est que j'avais pas la péridurale et puis avec la péri et puis le déclenchement, ils se doutent que ça peut mal finir, je pense aussi. C'est statistique. Et donc ils sont bien au courant. Mais bien sûr, c'est statistique. Il y a plus de chances, les césariennes et tous les actes sont augmentés après un déclenchement. Oui, c'est bien de le dire quand même. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas. Oui. C'est bien pour ça que ça s'appelle une cascade d'intervention. L'effet toboggan. Ouais, l'effet toboggan. Et tu as accouché dans l'eau alors? Et non, alors j'aurais aimé. Moi, j'étais là. Il faut qu'ils sortent maintenant dans l'eau parce que elle voulait pas. Les sages-femmes là-bas évitent. Alors je sais qu'il y en a qui ont pu accoucher peut-être parce que ça allait assez vite, mais elles évitent et du coup on a dû passer en salle d'accouchement. Moi je me disais jamais j'arriverai à sortir de l'eau, j'y suis trop bien, et je sentais quand ils vidaient l'eau que j'avais plus d'eau, que j'avais, alors ils vidaient pas entièrement, mais que j'étais un peu moins portée par l'eau, je sentais la douleur qui reprenait plus, etc. Et je disais mais jamais j'arriverai à sortir de l'eau et aller jusqu'à la salle d'accouchement, c'est pas possible. Et en fait si, j'ai bien réussi, mais donc je me disais allez, il faut qu'ils sortent tant qu'on est dans l'eau. Mais non, ça s'est pas fait dans l'eau. Ça aurait été très chouette. Moi, je suis née dans l'eau, par contre. Ah, super. Et c'est vrai que peut-être que c'est pour ça que j'avais envie de faire pareil. Mais... Bon, en tout cas, on a une magnifique photo de toi quand même. Hein. Oui, merci, je l'aime beaucoup. Ouais, merci de nous l'avoir partagé. Et du coup, voilà, arrive le moment d'aller en salle d'accouchement, donc sortir de la baignoire et tout. Donc c'est vrai que c'était le moment qui... J'avais peur que ça casse un peu le truc. Mais finalement, moi... j'étais vraiment restée connectée à moi, à ce que je sentais, et à mon chéri. En fait, moi, la sage-femme, elle n'existait pas pour moi. Elle parlait, je l'écoutais pas, c'est mon mec qui répondait.
Il lui avait dit, il était allé la voir pour pas qu'elle donne de chiffres sur l'ouverture, parce qu'il y a un moment où elle m'a demandé si je voulais savoir où j'en étais, parce que j'étais un peu en mode j'y arriverai pas, le classique. Et en fait, il lui a dit, vous dites pas les chiffres et tout. Enfin, il l'avait prise à part et tout, donc elle a tout respecté. Et elle lui avait dit à lui, ce qui fait que lui avait pu m'encourager en s'adaptant à ça. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'étais à 7-8, donc petite phase de désespérance et tout. Et voilà, et heureusement, elle a tout bien fait comme il lui avait demandé, de chuchoter. On avait donc notre lumière, notre musique dans le noir et tout. Tout ça, tout ce qu'on voulait. Vous aviez un projet de naissance à lui partager ou c'était vraiment que ton conjoint? Oui, alors le projet de naissance, on l'a rédigé de façon un peu particulière sur les conseils de notre sage-femme, parce qu'elle connaît l'hôpital, puisqu'elle y fait ses gardes, donc elle connaît le personnel, comment ils sont, etc. C'était plutôt que mettre un projet avec une liste à la Prévert de je veux pas ci, je veux pas ça, que la maternité fait déjà en fait, puisqu'ils sont IHAB, donc label ami des bébés, donc ils ont déjà ils sont déjà orientés physiologie et ben voilà, au lieu de leur dire ce qu'ils font déjà, ce qui pourrait les brusquer ou un peu les vexer, de se dire bah elle vient accoucher chez nous mais elle est gentille, elle va pas nous apprendre ce qu'on a déjà l'habitude de faire quoi. C'était plutôt de raconter pourquoi on est arrivé chez eux et pourquoi on a ce projet sans péridurale et ça nous tient à cœur. Et donc en fait c'est plus une lettre qui explique rapidement bah voilà, on était un peu traumatisés par le premier, on voudrait que le deuxième soit respecté, etc. Et ça a été rédigé par le papa, ce qui est d'autant plus percutant, je trouve, d'avoir son point de vue, voilà, et puis ça montre son implication. Et puis surtout, ça montre que c'est lui le porte-parole. Oui. Et c'était ce que je voulais qu'il soit aussi pendant cet accouchement, qu'il soit le porte-parole, puisque moi j'étais en incapacité de parler, et qu'il soit mon protecteur, mon garde-fou, quoi. Ouais, exactement. Ouais, qu'il soit la vigie. Ouais. Et que ce soit lui qui soit prêt à se battre, parce que quand je disais ça tout à l'heure, en fait, c'est pas moi. Moi, j'avais rien à faire. Ouais, c'est pas moi qui devais sortir les gants de boxe. Et c'est bien pour lui d'avoir un rôle, parce que tu disais dans le premier, il s'est senti un peu démuni quand il a vu son bébé, etc. Donc c'est bien qu'ils aient une place qui est la place de l'homme, hein, le défendeur de la caverne à l'époque. Oui, voilà. Donc c'est bien, c'est bien que vous l'ayez fait ensemble, que vous avez eu beaucoup de conversations. Ouais, c'est ça. Qu'il soit préparé. Oui, quoi. Ah bah oui, il était à fond. Et puis même en dehors du milieu médical, quand on avait des discussions avec les amis, de la famille et tout, moi il y a un moment où j'arrêtais d'essayer de défendre mon truc, parce que bah soit on est face à des personnes obtus, soit et puis c'était pas le moment. Moi j'avais dit au moment de la grossesse, je veux pas avoir à me justifier de tout ça et à me battre pour ça. Ce sera déjà le cas avec le personnel médical, je veux pas que ce soit avec l'entourage. Mais lui par contre il y allait joyeusement. Donc c'était lui le plus impliqué à défendre la physiologie de l'accouchement autour de nous. Ouais, c'est marrant quand ils ont compris tout ça, quand ils ont compris à quel point le corps humain de leur femme est fort, quand ils ont confiance et qu'ils ont appris tout ça, c'est vrai qu'ils ont, ils switchent. Et là, c'est à fond, ils défendent super bien, quoi, en fait. Exactement. Parce que nous, comme c'est nous, on a moins la confiance d'aller vraiment argumenter, etc. à un moment donné, quoi. On laisse tomber, comme tu disais. Et c'est vrai que eux, ils sont là à fond. Moi, je me rappelle le jour de l'accouchement, même, il a dit à la sage-femme, oh, bah, si vous venez pas, on vient pas pisser dessous. Et moi, j'étais, en fait, je suis plus trop à fond, là. Donc, c'est ça. Ouais, c'est bien. Et même, ça lui a permis aussi de se rendre compte de son vécu, de son propre vécu pour le premier. Pour le premier, il disait, il était, comment dire, il s'inquiétait que pour moi, en fait, à dire oui, mais c'est toi qui as vécu, c'est toi qui est traumatisé, et moi je me dis ouais, mais toi t'as quand même vécu les choses aussi différemment, certes, c'est pas ton corps qui a subi, etc., mais t'as été aussi spectateur et t'es aussi le papa, quoi. Oui, mais bon, moi c'est moins, enfin voilà, il minimisait. Et là encore plus après la naissance, cette deuxième naissance, il s'est dit ouais, moi j'ai loupé aussi quelque chose sur le premier.
il avait déjà fait un peu le bonhomme de chemin, tu vois, mais là, encore plus, c'est-à-dire, ouais, on m'a aussi boycotté mon premier, quoi. Moi aussi, en fait, j'ai été traumatisée, ouais. Ouais, t'imagines, lui, ne pas savoir qu'est-ce qui se passe avec toi, Ouais. et ensuite ne pas savoir ce qui se passe avec ton bébé, donc avec votre bébé. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est difficile pour eux de se sentir démunis, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est bien que vous ayez fait le travail ensemble. Donc, nous n'avons pas fini. Donc, tu es en salle de naissance, c'est ça? Oui, en salle de naissance. Et alors, on arrive... oui, donc on sort... Moi, sortir de l'eau, ça me paraissait compliqué et difficile à vivre pour les prochaines contractions. Et là, la sage-femme me dit, mais ne vous inquiétez pas, on a d'autres moyens de vous soulager et tout. Donc là, j'étais bon, ok, allez, c'est bon, ok, on y va. Donc on fait ça, il me couvre de draps pour traverser un bout de couloir, et puis de toute façon c'était de nuit, puis je pense qu'on était les seuls à ce moment-là, il y avait vraiment personne. On arrive dans la salle d'accouchement, et en fait elle me donne du gaz hilarant. Donc ça, trop bien. Alors au début j'ai un peu trop abusé, j'étais un petit peu stone, en fait ça endort pas, mais ça rend un peu stone, quoi. Moi ça m'a pas fait forcément rire ou comme on peut s'y attendre, mais voilà, un peu... Alors au début c'est bien pour couper peut-être un peu les sensations de douleur, mais faut pas en abuser non plus, pour quand même être un peu actif, quoi. Sinon on se repose un peu sur le truc, sur ce qui se passe, et finalement on n'est plus assez active, et ben du coup on perd en puissance, quoi. Enfin, tout simplement, faut quand même que le corps agisse un minimum, et qu'on suive ce qui se passe. Donc c'est pas le but, de pas avoir pris de péridurale pour être endormie autrement. C'est ça. Là, je me remets dans la même position que dans la baignoire, donc sur les genoux et accoudée sur le dossier qui avait été relevé, avec mon peigne d'une main, le gaz hilarant à tenir le masque de gaz de l'autre, et puis pareil, je continue comme ça dans ma bulle. Et arrive un moment où en fait je tétanise des jambes, des bras, enfin un peu tout, surtout les jambes, parce que du coup ça faisait un moment que j'étais comme ça. Et je tétanise, je tremble à chaque fois, et du coup je cherche d'autres positions, mais j'en trouvais pas d'autres où j'étais à l'aise. Et contrairement à toute attente, c'est sur le dos que je me suis retrouvée finalement plutôt à l'aise, et à avoir des forces, en fait, surtout. Parce que d'être à l'aise c'est bien, mais si on n'arrive pas à pousser correctement, ou qu'on n'arrive pas à avoir cet effort de pousser, on n'est pas efficace non plus, quoi. Donc moi qui pensais que jamais je finirais sur le dos, mais plutôt à quatre pattes, voilà, raté. Alors j'ai juste eu un moment de connexion à me dire, il faut pas que j'ai les fesses trop calées sur le bord, mais que je m'avance pour que le sacrum soit dégagé, etc. Et après je me suis dit, non mais arrête de réfléchir, c'est pas le moment. C'est trop tard. Écoute ton corps. Laisse-toi faire. Ouais. Bon, entre-temps, là, j'avais essayé d'autres positions. La sage-femme m'avait aidée avec la barre au-dessus du lit. On en a essayé 2-3, mais je me sentais vraiment faible. Et dès qu'il fallait rester sur les cuisses, etc., je tétanisais, en fait. Voilà. C'était sur le dos. Et puis, avec les étriers, puis les poignets. Et puis alors là, ça s'est accéléré. Et puis du coup, il est arrivé un peu avant 7 heures, donc moins de 3 heures après la dilatation complète. Et ce qui est chouette, c'est que il y a l'auxiliaire de puériculture qui est venu et qui a amené un énorme miroir pour que je puisse voir. Oh, super. Et ça, c'était génial de tout voir. Elle a dit, ça va accélérer les choses. Et ben ouais, complètement. Mon chéri, il regardait lui aussi, et au début, lui, il m'avait dit, je sais pas si je regardais, je verrai sur le moment. Et là, en fait, il était refait, il dit, c'était lui qui me disait, mais vas-y, c'est le petit couronnement et tout. Ah là, mais c'est normal, c'est le yo-yo. Parce que moi, je voyais remonter, je me dis, vous me dites que c'est la fin, mais n'importe quoi. Il est pas du tout prêt de sortir, là, il remonte. Je savais que c'était fait yo-yo, mais oui, sur le coup, on oublie tout. C'est ça. Donc c'est lui qui me disait, mais non, mais c'est normal, c'est à telle étape. Et du coup, moi, ça... Tu vois, encore une fois, c'est super que lui, il connaisse toutes les étapes, la physiologie. Exactement. Et ce qu'il puisse te dire, non, mais t'y es là. C'est comme quand t'es dans cette période de transition, de désespérance. Si l'autre personne, elle arrive à remarquer ça, elle va vraiment t'encourager, t'y es presque, vas-y. Ouais. Et même pendant la phase de désespérance, alors j'étais pas très violente,
j'étais pas une phase très vindicative, on va dire, mais j'ai demandé, là on est d'accord, c'est trop tard pour la péri, hein. Alors, peut-être plus pour me rassurer, il y aura pas de césarienne, j'ai même demandé. Non, mais il y aura pas de césarienne. Parce que comme ça me paraissait long, en fait, cette dilatation complète, mais elle était pas stressée, et puis elle m'a dit non, mais là, bébé va bien, il y avait toujours le monitoring. Non, mais là, c'est pas grave si ça prend du temps. C'est pas grave, il va bien. Moi, aucune urgence médicale, parce que j'ai même dit, à un moment où on voyait le petit couronnement, donc on voit un peu je sais pas, il y a quelques centimètres de diamètre de tête qui sortent, enfin qui sont apparents, accessibles en fait. Je dis mais là on peut pas, je voyais dans le miroir, je dis on peut pas mettre la ventouse. Non mais médicalement il y a aucune raison de la mettre, hein. Si vous voulez, mais non, moi il y a pas de raison. Et du coup on n'a pas, mais j'étais pas dans un état où j'ai insisté à dire non mais c'est bon, j'en veux plus. Je disais de temps en temps, je suis fatiguée, j'y arriverai pas, mais j'étais pas très crédible, quoi. Je disais ça, puis au final, je m'en mettais, j'avais la contraction qui arrivait, je vocalisais, etc. Et puis juste après, j'avais oublié que je venais de dire juste avant, quoi. Donc, Et tu vois, là, tu disais dilatation complète vers 4 heures, et ensuite, ton bébé, il est né vers 7 heures. À 6h50, ouais. 6h50, tu vois, à peu près 3 heures. Ouais. Et ben moi, pareil, quand on m'a dit dilatation complète, je me suis dit, ah bah c'est bon, dans une demi-heure, c'est... Mais en fait, non, pas du tout. Mais ça, j'étais... Alors que moi aussi, j'en avais fait des recherches, hein. Je connaissais les étapes. Et en fait, je pense que j'étais peut-être un peu bloquée sur les vidéos d'accouchement que j'ai vues. Et en fait, on voit que la fin. Oui. C'est pas depuis quand elles sont dilatées. Après, il y a des femmes qui vont dilater à fond et qui vont donner naissance très rapidement. Mais tu vois, 3 heures après, c'est à peu près... c'est normal. Ouais. Mais et puis, il y en a qui savent pas aussi à combien... quand est-ce qu'elles sont à complète, parce qu'elles ne regardent pas. Oui, c'est ça. Et c'est pas parce que t'es dilatée à 100% que c'est fini. Ouais. Non, c'est ça. Et puis surtout, je pense qu'on a l'habitude de se dire ah bah il y a dilatation complète, ça y est, c'est fini, parce que dans le suivi classique médical, on se laisse une demi-heure, 1 heure, et après on intervient. Donc ça biaise aussi nos habitudes de ce qu'on connaît, quoi. Et naturellement, ça peut être plus long, sans qu'il y ait de soucis. Ouais. Donc c'est bien peut-être... Enfin, de toute façon, voilà, les touchés vaginaux, ça veut rien dire, parce que tu vois, toi, t'avais dilaté en 4 heures de 6 cm en tout, quoi. C'est ça. Donc ça veut rien dire, et c'est peut-être pas plus mal au final de pas le faire souvent, parce que t'as pas envie qu'on te dise là c'est bon, on intervient, alors qu'il n'y a pas besoin. Non, c'est ça. Bah oui, et puis moi j'ai accepté à notre arrivée parce que ça faisait un point de départ, et après c'était à ma demande dans la baignoire. Ouais. C'est elle qui a dit si vous voulez on peut regarder pour savoir où c'en est, mais il y a pas moi en tant que sage-femme, j'ai pas le besoin d'aller regarder. Moi j'ai dit si, j'ai bien envie de savoir, et puis de toute façon j'ai juste eu à dire oui en gros, et j'étais tellement dans la bulle que je me suis même pas rendu compte ce qui se passait, quoi. Et ça m'a pas du tout gênée, ça m'a pas perturbée, quoi. En tout cas, voilà, faut pas le faire si on sent que ça va nous gêner, par contre. Oui, gêner, et puis le faire systématiquement toutes les heures, comme tu as eu, donc je crois... Oui, c'est ça. Pour le premier, j'ai eu toutes les heures. On était tous les deux dans la salle d'accouchement, et toutes les heures, toc toc, on vient pour le toucher. Ah, super. Et on me changeait de côté aussi, de position, un coup sur le côté gauche, côté droit. Ouais. Pour essayer de faire bouger bébé. Donc elle n'est pas encore sortie. Donc voilà, il fait le yo-yo, il y a le miroir, etc. Puis après, en fait, ça s'accélère un peu. J'ai pas senti le cercle du feu. Je me suis surtout sentie écartelée. Pardon. Ouais, la sensation en fait d'avoir écartelée, j'ai jamais été écartelée, j'en sais rien, mais qu'on nous tiraille de partout, en fait, au niveau du bassin. Mais c'est pas spécialement douloureux, c'est étrange comme sensation. Et puis en fait, c'était la tête qui était complètement engagée, et là, puis après, pouf, c'est sorti. Il est sorti avec une circulaire, donc un tour de cordon autour du cou,
Ce qui est pas un souci en soi. Moi, j'étais pas inquiète quand elle m'a dit ça. Elle a juste coupé tout de suite à la vulve parce qu'a priori, c'est ce qui bloquait sa descente. Donc, elle a voulu couper pour qu'il puisse sortir direct après. C'est ce qui s'est passé. Et c'est peut-être pour ça qu'il a mis un peu de temps à sortir. C'est pas grave, hein, puisqu'il était au niveau rythme cardiaque, tout était bon. Mais ça explique peut-être un petit peu la descente longue. Et mais par contre, du coup, le placenta est sorti 5 minutes après derrière. Donc moi, je pense que si elle avait pas coupé, bah en fait, le placenta serait sorti en même temps que le bébé, quoi. Ouais. Parce que le cordon était très court, plus la circulaire, il était vraiment très très court. Je sais pas, même pas 50 cm. Enfin, je crois que. Mais là, elle a eu le temps de clamper de deux côtés, couper. Non, elle a coupé à la vulve, donc je suis même pas sûre qu'elle ait. Là, j'avoue que j'ai pas trop vu, là. À ce moment-là, oui, je pense que c'était... J'ai bien vu quand il était... Si, elle l'a peut-être clampé, parce que c'était caché, c'était un angle caché. Elle a peut-être clampé, et en fait, après, elle l'a fait recouper court au niveau du nombril par le papa un peu après, pour qu'il y ait le geste où il le fasse lui-même, ouais. Mm. Mais sur le moment, elle l'a coupé tout de suite, et pour pouvoir le dégager, qu'il reste pas. Mais bon, je pense qu'elle s'est pris un petit coup de stress parce qu'il y avait la gynéco qui était venue. Comme j'avais parlé de la ventouse, elle a dit bah, si vous voulez, on fait venir la gynéco, mais ça sert à rien, quoi. Et la gynéco a dit non, je touche à rien, moi. Il n'y a pas besoin, là, c'est fini. Et du coup, la gynéco, à un moment, elle lui a dit tranquille, tout va bien, t'inquiète pas. Donc je pense c'était une jeune, peut-être qu'elle s'est pris un petit coup de stress à vouloir aller un peu vite. Alors que tout allait bien, nous on n'était pas du tout stressés. La lox puricultrice non plus, donc voilà, tout allait bien. Le monito était bon. Comme tu avais fait beaucoup de recherches, est-ce que c'est quelque chose qui t'a peut-être dérangé qu'elle ait coupé rapidement comme ça ou... Oui. C'est le petit regret, t'as raison. C'est vrai que on misait sur un clampage tardif, donc jusqu'à ce qu'il s'arrête de battre, parce que tardif, il y a un peu de tout et rien, il y en a qui se laissent 1 minute, 3 minutes. Pour qu'il cesse de battre, ça peut aller jusqu'à 1/2 heure, je crois, à peu près, hein. Après ça dépend, mais ça se voit une fois qu'il est tout blanc et qu'il bouge plus trop. C'est vrai que c'est ce que j'aurais souhaité. Après, en fait, on revient de tellement loin que c'est mineur. Ouais. Voilà, le placenta est sorti juste après. C'est pareil, elle a quand même, dans les 5 minutes d'intervalle, elle a quand même fait l'injection de syntocinon. Bah, ça n'a même pas eu le temps d'agir puisque le placenta est sorti juste après, hein. Donc, mais bon. Moi, je m'en suis même pas rendu compte. C'est mon chien qui m'a dit oui, elles ont injecté. D'ailleurs, cette injection, c'est dans le cathéter que tu avais ou c'est dans la jambe ou comment ça se passe? Oui, c'était dans le cathéter. Okay. Du coup, elle m'avait posé le cathéter, comme je disais, j'avais accepté qu'il soit posé mais fermé. Donc là, j'avoue que là, j'étais tellement ailleurs que j'avais mon bébé sur les bras, je savais plus ce qui se passait autour. Oui, l'arrêt des contractions est tellement incroyable que... Oui, aussi. Oui, c'est vrai que d'un coup, tout s'arrête, c'est très drôle. Ouais. Et puis, alors, il y a juste un moment où elles m'ont posé le bébé en peau à peau et juste après, pareil, donc elle a coupé, etc. Et puis, peut-être encore dans le coup de stress, elle l'a pris en disant, je l'emmène dans la petite salle de soins, donc faut sortir de la salle et tout. Et en fait, elle est revenue en disant, à peine je l'ai posé, il a crié et tout. Moi, j'avais dit, mais mon bébé, qu'est-ce qui se passe? Pas en stress, mais je comprenais pas en fait pourquoi elle partait, parce que pour moi, il allait bien, il me regardait. Et en fait, elle l'a pas entendu tout de suite crier ou respirer de façon assez vive à ses yeux. Et du coup, elle l'a emmené pour l'aspirer. Mais en fait, il y avait pas vraiment besoin. Elle-même, elle m'a dit en revenant, en fait, il a tout de suite recraché les glaires dès que je l'ai posé et c'était bon, quoi. Mais bon, ça l'a rassurée et puis ça m'a pas gênée en soi d'avoir 1 minute bébé à côté, quoi. Voilà. Bon. Oui, parce que tu l'as eu avec toi tout de suite, donc. Oui. On me l'a posé tout de suite. Il a recoupé le cordon, elle l'a emmené. Elle l'a ramené et puis là on me l'a remis. Elles ont mis le petit bonnet sous des draps chauds, des draps qui sont chauffés. C'est trop agréable. Et puis voilà. Et puis il s'est mis à téter 1/2 heure après. Très rapidement. Ouais.
Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ah, on a fait une empreinte placentaire. Ah, super. Ouais. C'est super chouette. Elle est dans le salon. C'est trop beau. Encadrée et tout. C'est la maternité qui propose ça ou c'est vous qui avez décidé? Alors, c'est moi qui en avais parlé à ma sage-femme, donc qui connaît l'équipe, et elle m'a dit, oui, a priori, ils seront ouverts puisqu'ils sont un peu axés. Ils sauront pas forcément faire. Elle aurait su faire si elle avait été là. Dommage, on n'est pas tombé sur elle. Elle m'a dit, dans l'équipe, il y en aura bien une ou deux qui saura faire. Et alors, celle qui nous a accompagnés pendant l'accouchement, elle savait pas. Par contre, il y a eu la relève juste après. Et il y a une... Elle s'occupait pas de nous, mais ils sont allés, ils ont communiqué entre eux et ils ont fait venir quelqu'un qui savait faire. Enfin, qui avait déjà fait en tout cas. Et voilà, elle a étalé le placenta sur sa petite table. Elle a badigeonné de bétadine. Et nous, par contre, on avait quand même prévu du papier spécial, du papier canson. J'avais pris du papier à aquarelle. Je me suis dit, au moins, ça s'imbibera un peu mieux pour pas que ça gondole trop et tout. Et voilà, elle était même venue avec des feuilles et tout, mais bon, elle a pris les nôtres. Et puis voilà, elle a montré à mon mari, il a refait les siennes derrière aussi pour essayer. Et puis voilà, ça fait une super image. Ouais, un super souvenir. Ouais. Ah, ça c'est sympa. Hein. Oui. Mais je pense que c'est facile. Faut se renseigner, voilà, comment faire. Et si on demande, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on nous le refuse, même s'ils savent pas faire, quoi. Oui, et puis en plus, vous aviez la bétadine, ça ils ont. Et puis, tu vas même apporter ton papier, donc ouais. Ça n'a pas l'air trop compliqué à faire au final. Donc non. c'est bien que... Non, elle a posé le papier dessus, tamponné, et puis après elle a enlevé, et puis voilà. Oui, parce que je sais qu'il y a des femmes qui aimeraient bien récupérer leur placenta, etc. Mais c'est un peu compliqué, je pense, que quand tu es en hôpital maternité, c'est pas vraiment un truc... Je crois que c'est fait au niveau de la loi, ils sont censés les récupérer, mais bon... j'ai cru comprendre quand même que certains fermaient un peu les yeux, quoi. En gros... si vous prenez le placenta pendant que j'ai le dos tourné, quoi. Mais après, faut prévoir quand même de quoi le stocker et tout. Nous, j'aurais aimé, ça aurait pu être sympa, mais c'était pas un truc auquel je tenais absolument, donc je me suis pas embêtée avec ça, quoi. Ouais. Ouais, moi, ça m'était pas non plus... je n'avais pas tellement d'attachement. Ouais, non, plus pour la symbolique, par exemple... tu t'en sers pour planter un arbre. Oui, ça j'aurais bien aimé, ouais. J'aurais bien aimé ça. Un arbre, un bel arbre. Mais bon, peut-être le prochain, on verra. Oui, voilà. Et ouais, je suis contente pour vous hein, que vous ayez vécu une belle expérience pour le deuxième. C'est tellement... il y a vraiment rien en commun. On nous a laissé... Et puis même après, du coup, on nous a laissé 2-3 heures dans la salle. Enfin, ils ont fait tout ce qu'il fallait tout de suite, puis après, très rapidement, tout le monde est sorti. Donc là, d'un coup, l'apaisement, et c'est vraiment le moment où... Bon, déjà avant, pendant qu'ils étaient en train de récupérer le placenta, etc., moi j'étais là, je disais, mais chérie, je l'ai fait. Enfin, presque, elle lui posait la question, je l'ai fait? T'es sûre, là, c'est moi, là? Et puis, du coup, là, il y a un moment de calme, d'un coup, où tout s'apaise, et là, on a genre, ouais, ça y est, quoi. Et on n'atterrit pas encore à ce moment-là, mais on se reconnecte un peu, quand même. Déjà tous les deux, parce que moi, c'est pareil, je le regardais presque pas, en fait. J'étais tellement dans mon truc. Ouais. Ah ouais, je crois que j'ai fermé les yeux quasiment tout le long, en fait, hein, pendant... Que ce soit dans la baignoire ou en salle d'accouchement, j'avais quasiment tout le temps les yeux fermés. À part pour le miroir, quand même. Il fait des poussées sur des contractions où j'étais... au début, elle avait du mal à mettre le miroir bien en face. Et je poussais en criant « Je vois pas !» Je vois rien, là. Toute contractée et tout. Mais non, ouais, du coup, ce temps de pause était hyper agréable. Lui, il avait une banquette où il a pu s'allonger aussi, parce que, mine de rien, il a passé énormément de temps debout aussi. Donc, puis il a pas dormir, donc il était crevé aussi.
au petit matin. Et puis ouais, juste là, tous les trois, ils nous ont proposé de nous prendre en photo aussi avec nos téléphones. Puis voilà, après il y a eu 2-3 personnes qui sont passées pour les présentations de la nouvelle équipe. Et puis en gros, ils sont revenus au bout de 3 heures pour faire les soins pour bébé. Et puis on est rentré en chambre, ça devait être 4 heures après. Petit déjeuner, repos, et puis voilà, et on est sorti à J2, 48 heures après. Ouais, belle revanche sur ça. Ouais. C'est vraiment... je vais pas dire les extrêmes, parce que l'extrême, ça aurait été à la maison, sans assistance, mais quand même, enfin, clairement opposé. Et puis ça nous réconforte aussi avec le système médical, de se dire il y a des maternités qui arrivent à respecter, c'est ça, à être à l'écoute, à faire les choses. Donc il n'y a pas de raison que la première n'avait pas la capacité pour, quoi. Ouais, il faut qu'il y ait un peu de reformation, ou je sais pas, mais que les maternités se reforment un petit peu. Ouais, se reposent des questions. Ouais. Parce que voilà, celle-là, elle était comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des accouchements dans certaines maternités un peu archaïques, on va dire. Oui. Et en même temps archaïques, mais de notre... parce qu'avant, hein, évidemment, on ne faisait rien. Non, ouais. Ouais. Mais il y en a je vois ce que tu veux dire. qui ont fait un peu des recherches, on va dire, voilà, qui sont un peu au courant des nouvelles pratiques, plus bienveillantes, un peu plus respectées. Donc c'est bien, ce serait bien que toutes soient comme ça. Ouais. Après, c'est sûr que c'est du travail, il n'y a pas beaucoup de personnel. Et puis ça dépend sur qui on tombe aussi. Oui. Parce qu'une maternité peut être orientée physio, si on tombe sur la personne qui l'est le moins du service, ça peut être compliqué aussi. Ou qui est fatigué, qui n'a pas eu ce jour-là, voilà, ouais, c'est sûr. Dire. Mais en tout cas, cette maternité, on était quand même beaucoup plus confiants en voyant... il y avait un atelier allaitement, un atelier rythme du bébé. Même l'anesthésiste, j'ai eu un rendez-vous super chouette avec l'anesthésiste. Alors, c'est pas celui qui intervient forcément le jour J, mais en tout cas, quand je lui ai parlé de mon projet, mes antécédents, lui, il m'a dit, bon, bah, il n'y a pas de raison qu'on se revoie. Bonne réussite, et puis voilà. Sympa. Et effectivement, c'est pas revu. Alors que je sais qu'il y a plein de rendez-vous anesthésistes où c'est oui, vous dites ça, puis vous verrez le jour J, vous m'appellerez. Oui, j'ai beaucoup entendu ça. Voilà, qui se croient un peu les rois du monde. Et c'est bien pour la confiance en soi. Oui, clairement. Ouais, non, ouais, Non, il avait été adorable, celui qu'on a eu. Il avait même pris le temps d'expliquer. Il avait regardé mon dos, il avait expliqué où piquer, même pour mon mari, il était venu regarder derrière et tout. Enfin, franchement, non, il avait été super gentil et très pédagogue. Et il a été très factuel, en fait, ça aussi qu'on a aimé, à donner les pour, les contre de la péri. Il a même été capable de dire, bah, la péri, oui, on sent moins les choses, ça peut pénaliser, enfin, voilà. Ça peut ralentir le rythme de bébé. Il a pas hésité à dire ça, et c'est ce qui devrait être le cas. Normalement, c'est la loi. On doit nous informer des bénéfices, mais aussi des risques. Des risques, exactement. Avoir un consentement informé. Et c'est pas courant, donc c'est quand même sympa de le signaler. Voilà. Oui, je pense qu'en fait, il y en a certains qui y pensent même pas. Il y en a certains qui doivent se dire, bon, ils savent déjà, parce que pour eux, c'est tellement logique, ils connaissent. Et puis, il y en a qui prennent le temps d'expliquer les risques, les bénéfices, les alternatives de toutes les choses qui peuvent être proposées. Oui, c'est ça. Et ça fait vraiment une différence de savoir les étapes, qu'est-ce qu'on te fait. Tu vois, tu te disais pour ton premier, ça, tu savais pas ce qui se passait, personne ne te dit rien. Ça joue beaucoup, parce que tu aurais peut-être eu une expérience différente si on t'avait dit, voilà, là, il y a ça, on va faire ça, est-ce que ça vous convient? Sinon, il y a ça de possible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir absolument, parce que
on subit tout ça, on sait pas ce qui se passe, et c'est la pire chose. Bah oui, et puis c'est pas le moment de nous stresser. Exactement. Autant pour faire une opération, je sais pas, des genoux, des ligaments croisés, si on est stressé, ça impactera pas l'opération. Là, ça nuit à tout le processus, et il y a une vie deux vies en jeu, mais il y a aussi d'autres choses en jeu derrière, parce que oui, mais c'est pas juste là, exactement. Ça va durer. Voilà, ça peut être l'avenir obstétrical, ça peut être l'avenir psychologique. Oui. C'est pas seulement physique. Voilà. Tu parlais que tu avais fait beaucoup de recherches et que tu avais vu des livres, tu avais lu des livres, vu des films. Donc déjà, je trouve que tu me fais penser un peu à moi dans le sens où tu as fait beaucoup de recherches. J'aimerais bien savoir ce que tu fais dans la vie là ou avant, si tu t'occupes de ton bébé pour l'instant. Et qu'est-ce qui t'a aidé aussi le plus, et si tu as des livres à nous... Des références. Ouais, des références aussi, ouais. Donc comme métier, tu veux savoir? Ouais. Comment ça se fait que tu fais des recherches comme ça très poussées? Je suis responsable projet en risque industriel. Donc rien à voir avec le milieu médical. Mais je pense que c'est marrant, ça fait plusieurs fois on se l'est dit, parce que mon mari fait la même chose, que peut-être que justement aussi c'est un peu, pas une déformation professionnelle, mais on est un peu câblé comme ça aussi, c'est de se poser des questions, et on a les clés pour aller chercher, par exemple aller lire des articles de loi, ça nous pose pas de soucis, ça fait partie de notre métier et tout, et du coup on sait les déchiffrer, etc. Donc par exemple la loi Kouchner, il n'y a pas de souci, je peux très bien la comprendre. Voilà, donc c'est pas qu'on comprend mieux que d'autres, c'est pas ça, mais c'est que faire des recherches et tout, c'est notre cœur de métier aussi, d'aller creuser. En gros, on accompagne les industriels à réaliser des dossiers réglementaires. Donc voilà, la rédaction, aller essayer de décortiquer des éléments, des documents que nous fournissent le client, etc. C'est notre cœur de métier, quoi. Donc on est câblé comme ça. Mais oui, aller gratter et aller chercher la petite bête. C'est peut-être un défaut, parce que voilà, on s'en remet pas justement oui, à ce qu'on vous dit, corps et âme. Sauf le premier, parce que il reste quand même c'est un moment où on est vulnérable, donc on perd quand même voilà tout sens habituel, mais en dehors d'une situation de stress comme ça, on va dire, voilà, entre les 2 accouchements, on a pu se documenter, se poser des questions. Pareil, le déclenchement, on m'aurait dit, même si à l'époque je connaissais pas les modes de déclenchement, mais on m'aurait dit, voilà, vous avez plusieurs options, A, B, C, et dites-moi, il n'y a pas d'urgence, on n'est pas quelques heures près, vous revenez cet après-midi me dire ce que vous voulez. J'aurais pris le temps, je suis certaine, revenue chez moi, de creuser de mon côté, de chercher un peu et de dire ah ouais, ça c'est ça, comment ça marche, etc. Je sais pertinemment que j'aurais cherché. Ouais. Parce que c'est l'habitude, et voilà. Bon, on n'a pas eu ce temps-là et ça a été fait comme ça, mais voilà, donc déjà intuitivement on a cette habitude-là, et puis finalement moi je me suis pris par le sujet, ça m'a hyper intéressée, au-delà du fait personnel que ça me concernait. Je m'y suis pris d'intérêt, vraiment. Je me suis pris au jeu, et puis en fait plus on en apprend, plus on a envie d'en apprendre. Oui, c'est vrai. Et alors comme référence, j'ai un peu principalement les mêmes que tout le monde, hein, c'est souvent des références qu'on a entendues. La première que je vais citer, c'est le film de Nina Nahr, Faut pas pousser, bien sûr. avec ses comptes Instagram, parce qu'elle donne aussi beaucoup d'infos à côté. Son film, franchement, il faut pas hésiter à le payer, l'acheter, le louer. En plus, elle a fait plusieurs modes de paiement, en plusieurs parties, etc. Et il faut pas hésiter, parce que même si on le paye, je crois que c'est 25 € le prix. 25 € pour se préparer à l'accouchement, qu'est-ce que c'est, quoi. Pour se préparer à tout ça.
La naissance en BD aussi, les 3 tomes de Lucille Gomez. Ça, mon chéri l'a beaucoup aimé. Donc, il a vu les 2. Il a vu le film aussi et il a lu les livres, les BD. Et ça, c'est une BD, c'est très imagé. Il y a de l'humour en plus avec le chat. C'est très bien présenté et très factuel. C'est sur un côté très positif. Autant le film Inanna, c'est l'industrialisation de la naissance, ça peut peut-être faire un peu froid dans le dos sur certains points. La naissance, parce que ça critique un petit peu quand même, hein. La naissance en BD, c'est vraiment comment aborder les choses positives et sur la physiologie de la naissance. Et comprendre tout le processus et tout. Il y a des super schémas et c'est très ludique. Donc c'est accessible à tout le monde. Et en plus, voilà, c'est une BD, donc on peut le lire en plusieurs fois, c'est très facile. Après, il y a des livres comme tout ce qui est Michel Audin, Oui. Notamment Le bébé est un mammifère. De toute façon, toutes ces interventions sont géniales et sont à prendre. Il est intervenu dans un documentaire sur Netflix. C'est en portugais, donc je ne saurais pas le prononcer, j'ai pas retenu, mais en gros c'est sur la naissance, l'accouchement au Brésil. C'est en 3 parties. Et il intervient, il est cité plusieurs fois. Enfin, il intervient plusieurs fois parmi d'autres personnes. Ça critique justement tout le système médical au Brésil où on prône la césarienne à tout prix. Je sais plus le taux, mais c'est énorme, c'est plus de 80%, je crois. Oh, waouh! Je sans certitude, mais c'est très conséquent. En France, on est à 25, entre 20 et 25, 22, 23. Une Donc femme là, sur 4 quand même. Ouais, c'est ça. Oui. Et là-bas, en gros, ça me démontre que de moins en moins de personnel médical sait accoucher physiologiquement. Les connaissances se perdent. Ouais. C'est un peu flippant. Oui. Il y a des passages un peu durs aussi. Donc voilà, faut être un peu alerté là-dessus avant de le regarder. Mais il y a 3 épisodes, 3 parties. Voilà. Il y a Michel Audin, Ina Megaskin, l'allaitement au naturel, la grossesse au naturel. Je suis beaucoup sur Instagram de comptes de Freebirth. C'est beaucoup de comptes anglophones. Donc faut savoir parler anglais oui et non parce que c'est beaucoup d'images, hein. Ce qui compte c'est les petites photos ou vidéos. Après il y a toujours des petites explications en anglais dessous, mais on peut s'en passer. C'est déjà, moi je trouve génial de pouvoir voir des images non censurées, brutes, de voir les choses. Je pense que ça remet, ça prépare. Moi j'avais trouvé ça super. Il y a une petite chaîne sur YouTube d'Emma Cruzy où elle interviewe plusieurs personnes et notamment elle intervient principalement avec la fille et la mère Bonapace, Julie et j'ai oublié le prénom de sa fille, j'ai oublié, qui prônent la physiologie, Quantique Mama évidemment. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà très bien. Après, il y en a énormément, on s'arrête jamais, mais... Oui, puis j'imagine que tu as aussi lu beaucoup d'articles, que ce soit scientifiques peut-être aussi, mais... Oui, c'est ça aussi, mais là, je les ai pas enregistrés, c'est moins... C'est moins parlant, et voilà, faut aller. Après, c'est plus voir des chiffres. Au début, j'avais un grand besoin de voir les chiffres, en fait. De me situer dans tous ces chiffres, de me dire, ah oui, je suis dans les tant de pourcents qui ont eu tout ça. Ouais. Ah oui, j'ai pas eu de chance, oui. Voilà, ouais. Moi, je te retrouve sur Instagram. Il y a des vidéos tellement... Enfin, après, il faut avoir envie de regarder. Moi, j'adore.
quand tu vois le bébé sortir et qu'il tourne. Ouais. Je suis un compte aussi de bébés Bridge Baby, donc là c'est des Ah bébés, oui, voilà. en siège. Ouais, Ouais. et sur YouTube aussi j'avais vu une femme qui accouchait non assistée dans sa baignoire, debout, Ouais. avec ses enfants qui lui tournaient autour, et c'est les pieds qui sortent en premier. Ah oui, oui. Je dis, Moi, waouh. j'étais prête à... Quand il était en siège, moi, je m'étais dit, mais non, moi, il n'y a pas de souci. Mhm. Et oui, parce que tu avais S'il vu faut... que c'était possible, que les femmes le Oui, font. ah oui, j'étais complètement désensibilisée à ça. Moi, Et je me dis, mais ouais. non, mais s'il accouche en siège, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça qui Je est le beau. ferai. Ouais, parce qu'il n'y a plus de peur, il y a la confiance en soi, et voilà. Rien ne Et peut pareil t'arrêter. pour le tour de cordon, quand elle m'a dit, ah, il y a un tour de cordon, j'étais pas en stress. Il y en a plein qui racontent leur accouchement. Ah oui, et puis en plus, ou alors j'ai eu une césarienne, bah oui, heureusement parce qu'il avait un tour de cordon. Bah non, en fait. C'est pas Désolée, grave. mais en fait, non, c'est pas un souci. Et d'ailleurs, un tiers des bébés, je crois, naît avec un tour de cordon. Quasiment Oui, parce que... 1 sur 3. Oui, et puis on aime bien dire oh, ils peuvent plus respirer, sauf qu'ils respirent ils respirent entre guillemets à travers Ouais. son placenta de toute façon jusqu'à que le sang ne circule plus, donc c'est pas grave. C'est ça, exactement. Mais c'est des Oui, c'est des images préconçues qu'on ouais, n'arrive pas à faire partir, quoi. Ouais, ils ont la vue dure. Ouais. Eh ben, je te remercie. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Je suis contente, vraiment Avec plaisir. contente pour vous, pour ce deuxième enfant. Ouais. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont malheureusement se retrouver, dans ton premier. Mais bon, voilà, tu leur donnes de l'espoir pour les prochains. Oui, c'est ça, c'est ce que j'expliquais au début, que moi j'avais du mal à trouver des témoignages similaires, et pour ça que j'ai tout de suite été intéressée par raconter mon vécu, parce que c'est vrai que on se sent un peu seul en fait. Trouver quelqu'un qui a eu une césarienne et qui a accouché voix basse derrière, donc ça s'appelle un AVAC, accouchement voix basse après césarienne, c'est facile, ça il y a pas de souci. Mais avec tout ce que j'ai eu, avec les difficultés à trouver un suivi, enfin tout ça, moi j'arrivais pas à trouver d'autres personnes. Et voilà, et puis raconter ce parcours du combattant, je trouve que c'est hyper important pour prendre conscience de tout ça, de ce que ça impacte. Je dis pas qu'il faut refuser les césariennes, il y en a qui en veulent, qui programment, et c'est très bien, et enfin je respecte totalement leur choix, comme des personnes qui veulent qui veulent la péridurale, et si c'est leur souhait, tant mieux. Mais en tout cas, quand c'est pas notre souhait, ou en tout cas qu'on n'est pas préparé ou informé quand ça arrive en urgence, c'est compliqué. Et il faut savoir que derrière, ça impacte sur le long terme. Oui, c'est ça. Et que si ce n'est pas ce que tu veux pour la suite, il va falloir se battre un petit peu. Ouais. Mais c'est bien de le savoir un peu en amont, et puis de se préparer à ça si c'est arrivé, parce que ça arrive. Et on est préparé. Faut pas perdre espoir. Ouais. Faut avoir confiance en soi, en son corps, en son instinct même. Oui. J'aime beaucoup parler d'instinct, d'intuition. Ouais. Moi, du coup, il est né à 41 plus 4, et c'est pareil. À aucun moment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, 41. Je lui dis, au pire, il fait 42, 42 et quelques, c'est pas grave. Oui, c'est bien que tu nous le dises, parce que ça aussi, on n'en entend pas beaucoup. Dépassement de terme. Ouais. Sachant que mon premier a été déclenché la veille du terme, je m'attendais pas à ce que ça se déclenche plus tôt pour lui, en tout cas pour le deuxième. En principe, il y a un peu une corrélation d'un accouchement à un autre d'une même femme, souvent. Donc déjà, moi dans ma tête, je m'étais dit, mais j'accoucherai pas avant le terme, ça c'est peu probable. Ouais. Eh voilà. On peut dire que tu as tiqué plusieurs box avec 41 plus 4, oui,
C'est bien que tu nous le dises maintenant. Parce que ça aussi, je pense que ça montre... voilà, ça peut encourager des femmes qui ont dépassé la date et puis celles qui se font un petit peu pousser. Maintenant, est-ce qu'on vous déclenche voilà, Ouais. Il n'y a pas de... Moi, j'étais prête à tout refuser. Ouais. Voilà. Et après, faut pas être inconscient, je pense, mais faut s'écouter. Moi, je me disais, bah non, le bébé bouge bien, donc pas de raison, je me sens bien. Après, je voyais des petits symptômes, des petits trucs par-ci par-là, donc je me disais, bah c'est bon, c'est qu'il y a des choses qui se passent, il y a du travail qui se met en place. Faut pas être pressé, et puis faut pas hésiter à dire aux autres, non, mais moi, je me sens bien. Ouais. J'ai confiance. Oui, il faut avoir confiance en son corps. C'est nous qui sentons au final. Hein. Oui, donc, c'est ça. Ouais, faire confiance en son corps. Eh ben, merci beaucoup, Jennifer. Merci à toi surtout. Ça m'a fait plaisir d'entendre. Encore une fois, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez une belle expérience. Merci. Pour ton petit bébé qui est resté avec nous pendant tout le long et qui a été vraiment super. Entre dodo et tété, ça va. Ouais. Il est vraiment bien. Je te souhaite une belle après-midi et puis je te dis bye bye. Ouais, salut. Salut. Merci Jennifer pour ton récit plein d'authenticité et de reprise de pouvoir. Je pense que tu vas donner beaucoup de force aux mamans qui ont eu une césarienne et qui ont envie d'autre chose après. C'est possible, tu l'as fait et elles pourront le faire aussi pour celles qui le veulent. Rendez-vous en description pour le lien vers mon programme en ligne dédié à l'accompagnant de naissance et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez écouter les épisodes sur l'environnement de naissance et les bienfaits de l'eau chaude pendant le travail. Ce sont les épisodes 17 et 24. À mercredi.